La jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédié. Pour le peuple ivoirien et surtout pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire, que M. Gbagbo s'engage publiquement sur l'application intégrale des accords de Marcoussis. Le président Alassane Dramane Ouattara a été élu vainqueur à plus de 54%. M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Guillaume Soro naît le 8 mai 1972. Alors, c'est ce jour-là qu'il va voir le jour à Diawala. Son père, c'est M. Clément Sanga Soro. Il est agent sanitaire au CIDT, la compagnie ivoirienne du développement textile. Sa mère, c'est Madame Juliette Minata Sanogo. Il naît dans une famille de 9 enfants. Il a 5 frères de même père et de même mère, et il a 3 frères consanguins, donc des demi-frères. Il faut savoir que c'est lorsqu'il a eu l'âge de 8 ans que son père a décidé de prendre une seconde épouse. Le jeune Guillaume Soro connaît une vie peu ou prou normale. Il va attendre jusqu'à ses 6 ans, comme tous les Ivoiriens de façon générale à l'époque, avant de commencer ses premières classes. Il fait ses 2 premières classes à Niélé. C'est donc après cela que son père est affecté par la suite à Kachola. Il va donc faire sa classe de CE1 dans la ville de Kachola. Mais ils ne vont pas tarder car son père sera encore affecté à Ouaninou, à seulement 17 km de Touba. C'est là-bas qu'il va faire ses prochaines classes. Il va faire sa classe de CE2 et de CM1 dans cette localité. Alors, au CM1, il y a un événement particulier qui survient dans la vie du jeune Guillaume. À cette époque, il est un maître du groupe ethnie Adjoukrou, du nom de Mel Meled Jacques, qui, à cette époque, doit passer son CAP, son certificat d'aptitude professionnelle. C'est une période au cours de laquelle, pendant que l'enseignant donne cours, il y a des inspecteurs dans le fond de la classe qui prennent note de ses performances. Alors, ce jour-là, il va faire appel au jeune Guillaume, qui, très performant, va réussir à soutenir son enseignant qui finalement va obtenir son CAP. Et les inspecteurs vont même demander à l'enseignant d'inciter ce jeune homme à passer son CEP dès la classe de CM1. C'est ainsi que M. Mel Meled Jacques va aller voir les parents de Guillaume Soro. Ils vont discuter, mais finalement, il ne va pas passer le CEP dès la classe de CM1. Il va passer en classe de CM2, mais son père va également changer de localité. Son père va aller à Touba. Il faut signifier qu'à cette époque, la CIDT avait commencé un travail d'expérimentation textile sur le coton dans la localité de Touba. C'est ainsi que son père sera affecté dans cette localité. Ils vont donc s'y rendre. Alors, arrivé à Touba, il va faire sa classe de CM2. Mais cette année, le jeune Guillaume Soro tombe beaucoup malade. Finalement, il ne va même pas aller à l'école et va répondre sa classe de CM2. Petite coïncidence, son enseignant, M. Mel Meled Jacques, qui a réussi son CAP dans la localité de Ouaninou, sera également affecté à Touba. Et c'est lui qui va aller de temps à autre rendre visite aux parents du jeune Guillaume et voir l'état de santé de son ancien élève. Il va donc reprendre la classe de CM2. Pour sa 2e année de CM2, son père sera affecté à Mankono. C'est donc à Mankono qu'il va aller et réussir à avoir son CEP. Ayant réussi son CEP, il sera passionné, attiré par un homme, M. Marcel Dussu. Le tout premier fils du jeune Guillaume à l'époque va porter également ce prénom-là. M. Marcel Dussu est un prêtre. Il va inciter le jeune Guillaume à se donner profondément à la religion catholique. Parce qu'il faut le préciser, le jeune Guillaume Soro, tout comme ses parents, était catholique. Quand bien même ils viennent d'une localité généralement reconnue islamique. Ils vont sans problème accepter. C'est ainsi que le jeune Guillaume, ayant obtenu son CEP, sera conduit au petit séminaire, là où il va continuer ses études. L'objectif du jeune Guillaume, désormais, c'est de devenir prêtre. La classe de 6e n'est rien de spécial. Là-bas, les cours sont totalement différents. C'est un mélange de théologie et de cours standards. Il faut signifier qu'en classe de 6e, il va taper dans l'œil de ses enseignants parce qu'il est reconnu faisant partie des plus brillants élèves de sa classe. Ils étaient au nombre de 36. Il va donc passer en classe de 5e. Il va faire partie de ceux-là qui vont écrire dans le journal du petit séminaire. Ce journal-là portait le nom du Griot Sénoufo. C'est un journal à l'intérieur duquel il parlait de presque tout. La vie dans le petit séminaire, ils évoquaient quelque peu l'actualité et autres. Le jeune Guillaume va donc commencer à participer à une sorte de vie associative. C'est arrivé en classe de 4e qu'il va faire sa toute première revendication. Alors, cette année-là, le menu qui est servi à ces jeunes du petit séminaire
les vendredis ne plaît plus aux jeunes du petit séminaire. C'est un menu particulier, des nouilles, des pâtes avec du porc. Alors les jeunes détestent cela du plus profond de leur ventre car cela ne réussit pas à les rassasier. À peine avoir consommé ce repas, ils ont faim. Ils vont donc mettre en place un groupe pour revendiquer, pour gréver et décider de ne plus manger ce repas. C'est ainsi que le jeune Guillaume va faire partie de ces jeunes-là qui vont pousser cette activité. Ils vont donc boycotter le repas du vendredi. Le même repas sera reconduit le samedi. Ils vont encore le boycotter. Ils vont réussir à le faire sur une semaine. Ayant atteint ces une semaine, nombreux sont ceux-là qui ne sont plus prêts à continuer. Ils décident d'abandonner car ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Le ventre ne supporte plus. C'est ainsi que l'administration culinaire ayant informé toute l'administration principale, l'évêque Kélétigui va se rendre au petit séminaire et mettre les points sur les i avec les élèves. Ce qui va par la suite conduire à la sanction des élèves qui ont l'idée cette grève. Guillaume Soro va donc faire partie de ceux-là qui seront renvoyés temporairement. Ils vont donc passer environ 2 semaines en famille avant de revenir au petit séminaire. Il va donc continuer ses études jusqu'à avoir son BEPC. Mais pendant qu'il est en classe de 3e, il remarque certaines choses qu'il n'aime pas. Alors, arrivant en classe de 3e, il se rend compte que ce qu'on dit n'est pas réellement ce qui est. Il compare la vie au petit séminaire et la réalité. Il se rend compte qu'il y a une grosse différence. D'autant plus qu'il est dit au petit séminaire que les prêtres ne doivent pas avoir de femmes, d'enfants. Mais il se rend compte que les prêtres qui les enseignent ont des enfants. Le jeune Guillaume Soro ne se sent plus à l'aise au petit séminaire. Il commence à s'émanciper plus que les autres. Il va donc décider, après son BEPC, de quitter le petit séminaire. C'est ainsi qu'ayant réussi au BEPC, il va intégrer le lycée classique de Boaké. Ayant réussi à intégrer le lycée classique, il va faire parler de lui dès la première interrogation en classe de seconde, une classe littéraire. Alors, arrivé en seconde, la première interrogation, le jeune Guillaume Soro n'est pas habitué à voir ce qu'il va voir. Son voisin de classe a sur ses pieds son cahier de coups qu'il utilise pour pouvoir tricher. Alors, le jeune Guillaume Soro, n'étant pas habitué à cela, va donc dénoncer son voisin à l'enseignant. Tout le monde étant choqué, va se retourner vers lui et tenter de comprendre comment est-ce qu'on peut faire cela. Alors, personne n'a réussi à le comprendre jusqu'à ce que l'enseignant lui demande d'où est-ce qu'il vient. C'est ainsi que le jeune Guillaume va répondre à l'enseignant en disant qu'il vient du petit séminaire. Et tout le monde va commencer à avoir le sourire aux lèvres. Personne ne sait s'il a été bastonné après cela par son voisin et ses amis, mais il faut savoir qu'il a été surnommé le petit prêtre. Alors, sa vie va continuer jusqu'en terminale. En terminale, il continue dans sa classe littéraire où il va avoir le bac. Mais, arrivant en terminale, le jeune Guillaume est chef de classe. Il était le plus jeune, mais il est chef de classe. Il n'est pas là pour inscrire le nom des barbares sur la liste et autres. Il est là pour les revendications. Il aimait bousculer l'ordre. Il va donc revendiquer, se plaindre, car pour lui, les choses ne devaient pas être comme elles étaient. Il va donc conduit les mouvements de protestation au lycée classique de Boaké à cette époque. Après avoir eu son bac, il va donc quitter Boaké car Boaké n'avait pas d'université. Il va donc se rendre à Abidjan, là où une nouvelle étape de sa vie va commencer. Fait très important, il faut signifier que le jeune Guillaume Soro obtient son bac dans des conditions très particulières. Alors il provient d'une classe d'environ 60 élèves et ils sont seulement 21 à avoir obtenu le bac. C'est très encourageant parce qu'à l'époque, avant le bac, c'était toute une grosse fête qui était organisée autour. C'était vraiment un diplôme sacré. Il va donc se rendre à Abidjan. Alors qu'il arrive à Abidjan, il sera confronté à une situation qui va commencer à révolter le jeune Guillaume. En fait, lorsqu'il arrive à Abidjan, censé obtenir une bourse et un logement, il ne va rien avoir de tout cela. Mais mieux, alors qu'il avait demandé la faculté de droit en premier choix, il ne va pas obtenir ses premiers choix. Il a obtenu ce qui a été choisi en second lieu, en l'occurrence des études en lettres, plus précisément dans le département d'anglais. C'est finalement ce qu'il va faire. C'est seulement un ami qui va décider de l'héberger chez lui, à Port-Boué, dans le quartier de Port-Boué 3. Il faut savoir que le quartier de Port-Boué, à l'époque, avait une section de la FESI. Il va commencer dans cette section-là, avant d'aller à Vridi, où il va aller avec certains amis et implanter le mouvement, dont il sera par la suite secrétaire général de la section. Le jeune Guillaume Soro est déterminé. La première revendication de la FESI, dont il fait partie également, est celle-là qui va remettre en cause le système de délivrance des logements, mais surtout des bourses d'études à ses étudiants. Il va donc continuer et gravir les échelons petit à petit.
alors qu'il a la descente de la FIRPAC à la cité universitaire de Yopougon en 91, où il y aura exaction sur exaction, et le président Félix Houphouët-Boigny va donc décider de ne sanctionner aucune personne, car le général Guéhi Robert étant son poulain à la tête de ce mouvement, ne pouvait être sanctionné. Il va pousser la FESI et toutes les organisations autour à se révolter et organiser une marche. Cette marche aura lieu le 18 février 1992 et sera pilotée par le FPI et les partis d'opposition généralement de gauche. Le jeune Guillaume va faire partie de cette marche. Ils vont donc être arrêtés par la suite et tous envoyés à la préfecture de police, et après avoir fait un tri, ils seront libérés car n'étaient pas les personnes visées tout naturellement parce qu'il avait les hommes politiques devant qu'il fallait arrêter. En l'occurrence, M. Laurent Gbagbo et consorts. Guillaume Soro, à seulement l'âge de 20 ans, connaît sa première prison. Il va enchaîner les prisons par la suite. En 1994, il sera arrêté. Là, il avait tenu une réunion secrète avec ses amis à la cité Mermoz. Au nom de la FESI, la police va donc les arrêter et les envoyer en prison. Par la suite, ce sera en 1995, où il est le secrétaire général de la FESI. Il sera encore arrêté, et là c'est un cas particulier, le 29 septembre 1995. Il sortait d'une réunion avec une association des parents d'élèves dans la commune du Plateau, où il sera arrêté et conduit en prison. Il faut signifier qu'avant cela, il s'était rendu à une rencontre de l'UGEB, une association des étudiants burkinabés au Burkina, à Ouagadougou, où il y avait également la présence du chef du FPI, M. Laurent Gbagbo, qui y était pour une autre réunion, de même que pour le chef de la Ligue de défense des droits de l'homme de Côte d'Ivoire à l'époque, qui tous trois se retrouvaient à Ouagadougou. Coïncidence qui ne passait pas pour tout le monde, qui a vu les chefs de la sécurité ivoirienne soupçonner Guillaume Soro de fomenter un coup d'État pour déstabiliser le président Henri Konan Bédié. Il sera donc conduit en prison. C'est seulement après l'élection qui finit par être gagnée par M. Henri Konan Bédié en 1995 qu'il sera libéré. Donc 4 mois après, il doit s'être sorti à Amnesty International qui l'a considéré comme étant membre des prisonniers d'opinion enfermés en Côte d'Ivoire. Amnesty va donc militer pour lui. Il va donc sortir de prison, mais il ne va pas abandonner. Étant secrétaire général de la FESI, une organisation qui dissoute depuis 1991, il va donc profondément combattre le système et désireux de voir la réhabilitation du syndicat, il va en 1997 organiser avec ses amis la plus grande grève syndicale que la Côte d'Ivoire ait connue depuis son existence. Se mettre l'appareil répressif de l'État contre soi-même, aucun parent ne serait fier mais écoutez, moi, peut-être que c'est une chance. Même si mon papa ne m'encourage pas pour dire vas-y, il ne m'empêche pas, n'est-ce pas, d'assumer mes opinions. Voilà mon avantage. Il va donc être poursuivi partout par les chargés de la sécurité de Côte d'Ivoire. Avec à leur tête le ministre de la Sécurité, M. Dibonan Koné. Ils vont ensemble le poursuivre. Alors que Guillaume Soro entend le fait que le ministre le cherche, il va lui aussi rétorquer en disant « ça tombe bien, moi aussi je le cherche ». Alors cette phrase a fait sensation partout en Côte d'Ivoire. Quelle insolence! C'est ce qui va révolter le ministre, qui va augmenter l'intensité des recherches derrière le secrétaire général de la FESI d'antan, et finalement, il sera attrapé. Le jeune Guillaume sera arrêté et conduit à la prison civile d'Abidjan. C'est par la suite, avec des négociations, qu'il sera libéré. Nous avons appréhendé Soro Kibaforo Guillaume, parce que nous pensons que c'est la tête. De toute façon, les autres, nous les recherchons, mais lui, qui est l'auteur principal de toutes ces activités, nous l'avons appréhendé. Et lorsqu'il est libéré, le mouvement est réhabilité. C'est la plus grande victoire politique d'antan. Et Guillaume Soro est perçu comme étant une légende dès cet instant pour la FESI, de la FESI, mais surtout pour la jeunesse ivoirienne. Il sera même reconnu comme l'homme de l'année par le média ivoirien Ivoire Soir. Vous avez été élu homme de l'année par le journal Ivoire Soir. Bon, faut dire d'abord que c'est avec surprise que j'ai appris que j'étais élu l'homme de l'année, n'est-ce pas, par Ivoire Soir. Et je dis tout de suite que si c'est la rédaction d'Ivoire Soir qui m'avait choisi comme l'homme de l'année, j'aurais refusé parce que ce choix-là serait tendancieux et subjectif. Par contre, ce sont les lecteurs, n'est-ce pas, d'Ivoire Soir qui m'ont élu comme l'homme de l'année. Or, les lecteurs d'Ivoire Soir sont des Ivoiriens, des citoyens ivoiriens. Par ce choix, donc, je conclus que la nation ivoirienne, en fin de compte, a compris le combat des étudiants.
Et voilà la source de satisfaction que nous avons. Et ça a été publié le 6 janvier. Mais il se trouve d'ailleurs, nous avons appris que le prix, la remise du prix officiel qui devrait être organisée 2 semaines tout juste après l'élection a été bloquée, n'est-ce pas, par le ministre de la Communication, qui estime que le secrétaire général de la FECI n'est pas un modèle pour la Côte d'Ivoire et qu'il ne fallait pas faire de remise officielle. Alors c'est ce qui explique que jusqu'à présent, la remise officielle du prix n'a pas eu lieu. Il va donc décider de se retirer du mouvement démocratiquement et d'organiser en 1998 un congrès pour l'élection du nouveau secrétaire général du syndicat. C'est ainsi que lui-même, Guillaume Soro, va proposer Yayoro Karaboko, le second de l'organisation, donc du syndicat. Finalement, c'est Charles Blé Goudé qui gagne l'élection et devient le secrétaire général de la FECI. Le jeune Guillaume Soro décide donc de se retirer et d'aller en France. Il va donc s'y rendre pour continuer ses études. Mais arrivé en France, ce ne sera pas de tout repos. Parce que là-bas, il va apprendre également le coup d'État de 99. Mais après cela, il y a le complot du cheval blanc. Il va finir par voir enfermer Ouattao, Thiofosier, la Grenade et consorts. C'est donc avec des bruits de couloir qu'il va entendre qu'un plan d'exécution a été mis en place pour pouvoir exécuter cela. Proche de M. Toudi Ibrahim Koulibaly, il va rapidement appeler certaines organisations de défense des droits de l'homme et Amnesty International qui vont militer en faveur de Ouattao et ses amis et voir la date d'exécution être repoussée. Finalement, il n'y aura pas l'heure d'exécution qu'elles seront exfiltrées pendant les tumultes qui ont suivi l'élection de 2000 en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'en 2000, Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il vient, il se trouve sur la fiche du RDR, parti avec lequel il va désormais continuer sa bataille politique. Il faut savoir préalablement que lorsqu'il était dans la FECI à l'époque, il était très proche de M. Laurent Gbagbo car le parti de gauche l'inspirait beaucoup, mais surtout l'homme politique, M. Laurent Gbagbo, qu'il disait devant tout le monde et à haute voix qu'il avait un coup d'avance sur tout le monde car très intelligent, très fort en politique. Il va donc être au RDL, là où il va commencer à militer. Il sera prêt pour les législatives, mais son parti va boycotter cela. C'est au municipal qu'on le verra concrètement, lorsqu'il sera colistier de Mme Henriette Dagri Diabaté sur la liste du RDR à Port-Boué pour la municipale. Ils vont perdre cette élection et le jeune Guillaume va rentrer en France. Arrivé en France, où il s'inscrit simultanément pour l'anglais et la science politique, il va se rendre compte d'un élément très important. C'est que il ne veut pas être détaché de la politique de son pays, il veut participer activement. C'est ainsi qu'il va contacter son grand frère, Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, qui à l'époque était au Burkina en train de fomenter un coup avec ses amis qui étaient enfermés autrefois et qui ont été rapatriés au Burkina avec lui. Le plan, c'est de réaliser un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il va donc appeler et demander à son grand frère Ibé de ne pas trouver une solution pour l'aider. Il va donc l'appeler et Ibé va répondre et lui dit que ça tombe bien. Sachant que Guillaume Soro a le verbe, il sait s'exprimer, il va donc lui demander de venir vers lui à Ouagadougou où il sera désormais son porte-parole. Car beaucoup de journalistes lui posent des questions et il n'a pas l'art de la répondre. Il n'a aussi pas le temps pour répondre à tout cela, ça tombe bien. Guillaume Soro va donc s'y rendre et désormais devenir le porte-parole d'Ibrahim Koulibaly et de la montée du coup d'État de 2002. Chose très importante, et il faut le signifier, à cette période, c'est Guillaume Soro qui fait quasiment tout. D'autant plus qu'il est perçu comme étant l'intellectuel du groupe, parce que c'était des militaires, il n'avait pas, on va dire, le niveau intellectuel du jeune Guillaume Soro, mais surtout la perspicacité politique que celui-ci avait. Il va donc rédiger les textes du MPCI, qui sera par la suite le nom du mouvement rebelle. Au début, le MPCI ne s'appelait pas ainsi. Il portait le nom de Merci, le mouvement révolutionnaire de Côte d'Ivoire. Mais Merci ne sera pas très intéressant. Ils vont donc transformer le Merci en MLPCI. MLPCI pour dire Mouvement de Libération Patriotique de Côte d'Ivoire. Finalement, ils vont lever le L et conserver MPCI, le Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire. Alors, c'est sur cette base, avec les nouveaux tests qui ont été rédigés par Guillaume Soro, qu'ils vont se lancer le 19 septembre 2002. Alors, lorsqu'ils lancent cette attaque simultanée sur Korogo, Bouaké et Abidjan, où ils vont perdre Abidjan après de longs combats dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, ils vont donc se replier sur Korogo et Bouaké qu'ils vont prendre, qui seront les bases et les fiefs même de l'organisation rebelle. Alors que les rebelles sont installés désormais à Bouaké et à Korogo, ils auront le soutien incroyable des populations qui vont voir en eux le nouveau souffle pour leur libération. Le coup d'État étant lancé en quelques jours, voilà le pays coupé.
Mais Guillaume Soro est de son côté coincé à Abidjan, du mauvais côté bien évidemment du front. Il va donc appeler un officier français pour lui demander s'il pouvait l'exfiltrer d'Abidjan. Celui-ci va donc refuser. Il va se tourner vers le ministre sénégalais, M. Cheikh Tidiane Gadio, qui conduisait la délégation de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, à Abidjan. Après consultation des militaires, il va répondre ne pas pouvoir aider Guillaume Soro. Guillaume Soro va encore contacter le général malien, M. Diarra, de la CEDEAO, qui va lui donner l'information selon laquelle les Français lui avaient affirmé que toute exfiltration était impossible. Ainsi, Guillaume Soro va se retrouver piégé à Abidjan. Il va, pour tenter d'échapper à toute représailles qui pouvait avoir lieu à Abidjan, se déguiser en une jeune fille. Il va prendre un véhicule sorti par Bassam. Quelques jours après le cessez-le-feu qui a été signé le 17 octobre, il va prendre une pinasse, donc une pirogue, pour rejoindre le Ghana, d'où il va poursuivre son chemin petit à petit jusqu'à Bouaké. Arrivé à Bouaké, il va donc porter le costume du chef rebelle. Les rebelles vont rapidement se livrer également à de mauvais comportements, exactions, tueries par-ci et par-là, et même casse de banque et consorts. Alors quelques semaines après le 19 septembre, la première tentative de médiation est organisée. Ils vont donc se rendre à Accra. Rien de spécial ne va se réaliser. Le 30 octobre 2002, ils vont se rendre à Lomé, où là-bas il y aura quelques avancées, car certaines promesses ont été faites et réalisées. La toute première promesse, c'est l'intégration des rebelles dans l'armée de Côte d'Ivoire. Mais la seconde promesse qui va créer le problème va tourner autour de la nationalité et de l'éligibilité pour l'élection présidentielle. Finalement, l'accord de Lomé ne va pas répondre aux besoins de tous. C'est ainsi qu'ils vont transférer ce problème vers la France, Paris. C'est la France qui va organiser le 15 janvier 2003 la nouvelle table ronde pour prendre ensemble les décisions et des accords, qu'on va appeler les accords de Marcoussis. Arrivé en fanfare, Guillaume Soro est la star. Tout le monde veut l'entendre, tout le monde veut le voir. Il va donc entrer et la discussion autour de la table ronde aura lieu. Finalement, des décisions très importantes sont prises. Il faut en quelque sorte suspendre la constitution, mettre en place un gouvernement de transition dans lequel les rebelles auront une part égalitaire au même titre que le FPI, le RDL, le PDCI, donc les grands partis politiques. Il va donc être confirmé grâce aux accords de Kléber qui vont se tenir 9 jours plus tard, donc le 24 janvier en France. Alors les accords de Kléber sont en réalité la confirmation de tout ce qui a été dit à Marcoussis. Là sera invité le président Laurent Gbagbo, l'ex-président Henri Konan Bédié, le chef du RDR, M. Alassane Dramane Ouattara, mais surtout le chef des rebelles, M. Guillaume Soro. Alors lorsqu'ils arrivent à Kléber, l'objectif principal de la discussion, c'est de trouver le Premier ministre, mais surtout de planifier tout ce qu'il y a autour du gouvernement de réconciliation. Alors, c'est ainsi que à Kléber, ils vont tous proposer un Premier ministre. Le président Gbagbo va proposer M. Essi Amara ou M. Sédou Diarra, qui pour lui pourrait être transparent. Alors, M. Guillaume Soro et M. Alassane Dramane Ouattara ont proposé la même personne, Mme Henriette Dadri Diabaté. Tandis que M. Henri Konan Bédié va proposer M. Daniel Kablan Duncan. Le président Laurent Gbagbo va donc imposer M. Sédou Diarra et Guillaume Soro va donc imposer des décisions selon lesquelles si M. Sédou Diarra, lui et la rébellion, revendiquent donc les ministères de l'Intérieur et de la Défense, ce qui par la suite va se réaliser. Ils vont donc sortir de Kléber et Guillaume Soro sera très fier qu'il a réussi à discuter, négocier et prendre des ministères très importants, Défense et Intérieur. On a l'Intérieur, on a le ministère de l'Intérieur, on a deux ministères, la Défense et l'Intérieur. Ils vont donc organiser le gouvernement de réconciliation où Guillaume Soro sera nommé en tant que ministre de la Communication. Il va boycotter le gouvernement jusqu'en 2004. Mais il faut signifier qu'en 2003, il y avait un événement très intéressant. Ibrahim Koulibaly, qui au Burkina Faso attendait son temps avant de rentrer en Côte d'Ivoire, désireux maintenant de rentrer en Côte d'Ivoire, va contacter son ami Guillaume Soro pour lui faire part de ses intentions. Il sera découragé par celui-ci. C'est ainsi que Guillaume Soro va lui dire de se rendre en France, à Paris, où les chefs de la diplomatie française voudraient le connaître, le rencontrer et faire ami-ami avec lui avant qu'il ne rentre en Côte d'Ivoire. C'est en réalité un piège qui avait été orchestré par Guillaume Soro et les autorités françaises. Ici, lorsqu'Ibrahim Koulibaly se rend sur les lieux, il est finalement capturé et enfermé. Il est enfermé sous prétexte qu'il s'est rendu en France pour recruter des mercenaires qui ensemble vont organiser une tentative de coup d'État contre le président Laurent Gbagbo. Alors Guillaume Soro est donc libéré peu ou prou d'un fardeau, car désormais il a atteint son objectif. Désormais il est ministre devant les caméras et immensement célèbre. C'est lui qui va donc diriger les choses.
il va recevoir l'appel de M. Alassane Ouattara qui va se rendre à Bouaké et informer tout le monde que Ibrahim Koulibaly a été condamné pour 25 ans de prison et qu'il ne faut pas l'attendre car il ne pourra pas rentrer à temps pour pouvoir les aider à Bouaké et atteindre les objectifs de la rébellion. C'est ainsi que tout le monde va accepter Guillaume Soro comme étant le chef de la rébellion, mais il y avait quelque part des pro-Ibrahim Koulibaly qui n'étaient pas prêts à accepter cette idée. C'est ainsi qu'en 2004, il y aura une confrontation violente le 20 juin entre Guillaume Soro et Ibrahim Koulibaly qui va tourner à la victoire de Guillaume Soro. Mais il y aura beaucoup d'exactions car ce sera à Korogo où on va découvrir 3 chaniers. En 2004, Guillaume Soro qui boycottait le gouvernement va véritablement l'intégrer. Il faut signifier que pendant qu'il le boycottait, il percevait également son salaire. Alors qu'en 2004, il est prévu que la rébellion puisse désarmer le 8 mars, Guillaume Soro et ses amis vont refuser cela. Ce qui va conduire finalement à de nouveaux tumultes au sein du pays. C'est finalement à Accra qu'ils vont se rendre pour tenter de remettre tout sur place. Une nouvelle date est mise en place pour le désarmement, mais également pour régler toute revendication de la rébellion. Mais rien ne se réalisera. C'est finalement l'Organisation des Nations Unies qui va passer à l'action. Avec la résolution 1633, elle va accepter ce que l'Union africaine avait déjà proposé et créer ce qu'on va appeler un compromis qui va permettre à ce qu'on ait désormais un gouvernement de réconciliation, mais avec un nouveau Premier ministre à sa tête qui sera nommé en 2005, M. Charles Konan Banny. Il va faire un truc très intéressant. Il va demander à ce que le désarmement et l'organisation de nouvelles élections soient faits simultanément. C'est ainsi que tout le monde va donc s'attendre au désarmement effectif. Mais ce ne sera pas le cas, car à l'approche du désarmement, les rebelles vont décider de ne pas désarmer. Ils vont donc se rendre encore à Pretoria, où il y aura désormais les accords de Pretoria, qui finalement vont statuer sur ces mêmes éléments, le désarmement et l'organisation d'élections inclusives. Il faut signifier qu'en cette année de 2005, il y aura des accords tacites qui seront passés entre Guillaume Soro et Alassane Dramane Ouattara, le chef du RDR. Il va donc promettre à Guillaume Soro 3 choses très importantes. La première, c'est qu'en 2005, il faut le rappeler, il y a la naissance du RHDP, une coalition des partis d'opposition. RDR, MFA, PDCI et consorts. Il va promettre à Guillaume Soro le poste de vice-président qui sera créé par la suite. Il va aussi lui promettre le fait que, après avoir fait ses mandats, il va permettre à ce que lui, Guillaume Soro, puisse devenir le prochain président. Mais pendant qu'il sera président, lui, Guillaume Soro, il sera son premier ministre pendant au moins un mandat. Voici les promesses qu'il va faire au jeune Guillaume Soro. Guillaume Soro va donc croire et accepter profondément toutes ces promesses. Il va donc militer profondément pour le RDR et le RHDP. Monsieur Ouattara et moi, nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et Monsieur Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. En cette année de 2005, Guillaume Soro est désormais ministre de la Reconstruction et de la Réinsertion, car il est celui-là chargé du désarmement des rebelles. Mais rien de spécial ne va se passer jusqu'en 2007, où il y aura les accords de Ouagadougou, qui sera en réalité l'ultime accord mis en place par les rebelles et le pouvoir en place, qui aura lieu à Ouagadougou sous l'égide du président burkinabé, M. Blaise Compaoré. Est mentionné à l'intérieur de celle-ci que la rébellion obtient le poste de Premier ministre. C'est donc en concertation apparente que Guillaume Soro finit par être choisi par tous ceux avec qui il collaborait au sein de la rébellion comme étant désormais le Premier ministre de la rébellion, mais de la Côte d'Ivoire également. En cette année de 2007, il sera victime dans le mois de juin d'une tentative d'assassinat à Bouaké, dans son faux cœur, où il sera étrangement attaqué à Lamloud. Il va sortir vivant de cet avion et beaucoup vont donc sortir des théories selon lesquelles ses pouvoirs mystiques lui ont permis d'échapper à cela. Il faut signifier que préalablement, alors qu'il était ministre de la Communication, il a également survécu à un guet-apens à l'intérieur de la RTI où, grâce à l'intervention de l'armée française, des responsables français, il a été exfiltré et a réussi à sortir vivant.
Guillaume Soro, c'est quelqu'un qui a subi beaucoup de tentatives d'assassinat de ce genre, où l'on aurait cru que c'était terminé pour lui. Mais il est sorti victorieux. Il sera Premier ministre et il va organiser avec le président Laurent Gbagbo ce qu'on va appeler la flamme de la paix à Bouaké. C'est le symbole de la réconciliation. Tous les Ivoiriens sont ensemble, sont unis. Il n'y a plus de rébellion de demi-Ivoiriens. Ils sont tous frères. Grâce à cette flamme de la paix, la Côte d'Ivoire va désormais espérer continuer sa vie tranquillement. Et c'est ainsi que les choses vont avancer petit à petit jusqu'en 2010. Il faut signifier que avant 2010, Guillaume Soro était celui-là chargé de l'organisation de l'élection présidentielle qui allait avoir lieu. Il va donc mettre l'accent sur l'organisation des audiences foraines et consorts. Il va même s'exprimer sur la prétendue fraude de la CEI en 2010, où M. Robert Begré-Mambé va démissionner et laisser place à M. Youssouf Bakayoko. En 2010, alors que cette élection a lieu, il y aura donc une confrontation sans précédent, où finalement il y a deux vainqueurs à cette élection. Un proclamé et reconnu par la Commission électorale indépendante et l'autre proclamé et reconnu par le Conseil constitutionnel. Guillaume Soro va donc s'allier avec celui qui a été reconnu par la Commission électorale indépendante, la CEI. En l'occurrence, M. Alassane Dramane Ouattara. Il va donc devenir son Premier ministre. Alors Guillaume Soro est Premier ministre de M. Alassane Ouattara. Avec lui, il va militer vraiment pour pouvoir s'installer effectivement en Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'il va, depuis le Sénégal, lancer ce qu'on va appeler la révolution orange, où il va demander à ce que tous les Ivoiriens RHDP, pro-Alassane Ouattara et consorts, puissent sortir dans les rues massivement, pouvoir revendiquer le départ du président Laurent Gbagbo, tout comme les Tunisiens, les Égyptiens, les Libyens faisaient pendant le printemps arabe. Après le 11 avril, où le président Laurent Gbagbo est arrêté, Guillaume Soro va sortir le lendemain, fait la déclaration et donner sa version des faits, où il dit que l'armée française n'a en aucun cas participé à l'arrestation du président Laurent Gbagbo. En ce qui concerne l'arrestation de M. Gbagbo, la première fois nous sommes allés, je vous ai dit ce qui s'est passé. Nous avons donc envoyé du renfort frais. Hier, nous avons monté l'opération. Nous avons dit aux Français, nous voulons aller attaquer la résidence de M. Gbagbo. Soit vous déployez pour sécuriser la résidence, pour ceux qui connaissent la résidence de l'ambassadeur de France, c'est ça, c'est mitoyen à la résidence de Gbagbo. D'ailleurs, les Français ont insisté pour dire qu'ils ne voulaient pas que l'opération des forces républicaines touche la résidence de l'ambassadeur de France. Nous leur avons dit, notre mission, c'est d'arrêter M. Gbagbo. Maintenant, nous ne connaissons pas la réaction des mercenaires et des miliciens. Donc, ce que nous vous suggérons, c'est que vous vous déployez pour sécuriser sa maison. Mais, nous ne voulons pas que l'armée française soit sur le couloir que nous allons utiliser. C'est ce qui a été fait. En tant que Premier ministre et ministre de la Défense, il va également être à la base de l'opération mise en place pour l'assassinat de son ami, celui-là grâce à qui il a intégré la rébellion de 2002 jusqu'à devenir porte-parole, chef de cette rébellion par la suite, Ibrahim Koulibaly, qu'ils vont assassiner le 27 avril 2011. Guillaume Soro prend du galon et du poids. Il va en 2012 connaître une progression. Il va donc être élu en tant que député. Alors qu'il y a incompatibilité entre la fonction de député et de Premier ministre, il va donc rendre sa démission. Mais ce n'est pas une démission normale, c'est une démission très stratégique. Monsieur le Président, j'ai eu grand plaisir à travailler avec vous. J'ai eu aussi la chance d'avoir une équipe compétente, déterminée. C'est avec fierté que je vous ai servi et servi la Côte d'Ivoire. Mais, voyez-vous, il arrive des moments dans la vie d'un homme où il faut décider. Ma qualité de député ne me permet plus d'occuper des fonctions dans le pouvoir exécutif. C'est pourquoi, après réflexion, je décide de rendre ma démission ainsi que celle du gouvernement que j'ai dirigé. Alors qu'il rend sa démission, il va aller à l'Assemblée nationale où il sera élu président de l'Assemblée nationale. Désormais président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro va vraiment militer au niveau de tous les domaines. Il va s'impliquer dans l'environnement, dans le social et consorts. Il va même être à la base de la stratégie mise en place après l'attentat de Bassam de 2016. Il va proposer des solutions très importantes, comme l'installation d'une base antiterroriste en Côte d'Ivoire et tout. Il va même être le vice-président
au niveau de l'Assemblée nationale francophone. Il va être très actif au niveau du Parlement international qui prend en compte les pays asiatiques et les pays africains. Il va jouer un rôle très important et pertinent, percutant au niveau de l'Assemblée nationale. En 2016, alors que la nouvelle constitution est votée, Guillaume Soro se voit déjà président de la République car la promesse qui lui a été faite par son mentor Alassane Dramane Ouattara est en train de se réaliser à son sens. Petit à petit, il est en train de devenir président de la République. Après le vote de cette constitution, Guillaume Soro se rend compte que c'est ainsi qu'il va désormais décider de se rebeller encore une fois. Alors qu'il y a une mutinerie organisée au nord d'Abidjan en Côte d'Ivoire, cette mutinerie va être imbibée, marquée par le sceau de la stratégie de Guillaume Soro et Ouattao, tous ses amis avec lesquels il a participé à la rébellion de 2002. Il est en train de se faire duper. Et pour soutenir cette information, l'un de mes abonnés m'a contacté il y a quelque temps de cela. C'est un militaire ivoirien qui a participé également à cette mutinerie. Et il faut le signifier, tous ceux qui ont participé à cette mutinerie ne le voulaient pas vraiment. Il y a certains qui ont été forcés. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous laisser écouter ce qu'il va dire. Et vous allez vous rendre compte des dessous de cette mutinerie en quelques minutes seulement. Il devait avoir un remplacement de troupes onusiennes par des troupes de la CEDEAO. Et donc comme ça, moi j'ai été muté à au groupement tactique BPP bâtiment pilote projectile. Et en cela, on allait faire la première formation au niveau de Bouaké. Et on était à l'aéroport de Bouaké, faisant la formation, et c'est en cela que la mutinerie a déclenché. Et les mutins, ils étaient des anciens éléments du 3e RM, voilà, du 3e, qui sont venus nous retrouver, et certains éléments de la marine également qui sont venus nous trouver au niveau de nos sites de formation avec des officiers français, des caporaux français et les officiers aussi de l'armée ivoirienne qui étaient avec nous pendant la formation. Et quand ils sont venus nous croiser, ils sont venus nous trouver sur notre site et ils nous ont fait croire que c'est une mutinerie. Vu nous, on ne savait pas réellement ce qui se passait parce que nous, on était en préparation pour aller faire le remplacement au niveau du Mali, qui était le troupe BPP pour remplacer l'ONUCI qui allait devenir la MINUSMA. Et comme ça, ils sont venus trouver, nous a fait croire que c'est une mutinerie. Tous ceux qui ne vont pas participer seront tués et ça sera un truc, bon, de ni vu ni connu, c'est une mutinerie, donc si tu es mort, t'es mort. Voilà, donc en cela, nous sommes sortis ensemble, on a fait la mutinerie et tout. On a barricadé la ville de Bouaké et tout. Et le ministre Charles Donvaï, qui était le ministre de la Défense, est venu au niveau de Bouaké pour un entretien qu'on a échangé. Et la prime était de 30 millions, une villa et un galon adjudant pour tous les militaires confondus. Quand je dis tous les militaires confondus, je précise tous les militaires qui ont combattu contre les éléments loyalistes de Gbagbo. Voilà. Et en cela, le ministre a fait un retour au président qui se trouvait à Accra et il est reparti. Voilà. Donc après l'accord, et nous les mutins, il y a eu un désaccord entre nous les mutins. Ils ont dit comme ça que nous, on ne faisait pas partie. Et parce que nous, on a été les recrues de 2010 et autres, voilà. Et donc nous aussi, on dit, ok, il n'y a pas de souci, on a compris. Ils avaient déjà reçu un premier virement de 5 millions que nous, on n'a pas reçu. Donc, ils étaient en train de faire le cortège comme ça pour venir contre nous à Yamoussoukro. Pouvez-nous nous arrêter de faire la machinerie? Nous, on quittait vers le corridor de Morefé pour remonter vers la GR. Et subitement, devant la GR, les éléments de la GR ont commencé à tirer sur nous à bout portant. Et tous, j'avais pris une balle à la tête, une balle dans le talon et une autre balle dans le tibia. Dans le camion que moi j'étais, mon chauffeur il est mort. Donc comme ça, ils sont venus m'appréhender, tout, m'ont mis en prison. Après Ouattara arrivé,
quand il est arrivé, je suis en prison au niveau de la GR. Il a fait un rassemblement que j'écoutais. Il a demandé à ce qu'on m'amène dans son bureau. Et il va me poser des questions. Quand on m'a fait rentrer dans le bureau, je suis allé le trouver en communication avec le général Soumaïla Bakayoko et il était de dos. Et il parlait en djoula. Moi je comprends très bien le djoula parce que je suis un petit djoula. Donc il parlait en djoula. Et c'est en ce moment que moi j'ai compris. La vraie base de la mutinerie, c'est les éléments depuis 2002 qui ont fait la mutinerie au niveau de Boaké. Et comme ils n'étaient pas nombreux, ils ont sollicité à ce qu'on sorte avec eux. Après cette mutinerie, l'on va découvrir chez le chef du protocole de Guillaume Soro des armes, M. Kamagaté Suleiman, dit Soul to Soul. Alors, Guillaume Soro va dire que ces armes étaient là depuis 2011, donc cette crise. Aucunement, ces armes ont été apportées pour ou dans le cadre de cette mutinerie. Il y aura donc un froid qui va s'installer entre lui et les chefs du RHDP, dont le président de la République. Désormais, le président de la République va chercher une stratégie pour pouvoir l'éjecter de ses calculs. Il va donc lui demander d'intégrer vaille que vaille le RHDP. Alors Guillaume Soro va décider de ne pas le faire. Pour lui, en aucun cas, il va intégrer le RHDP car tous ceux qui sont à l'intérieur de ce parti sont des traîtres. Il voit en cela des personnes qui ne croient en aucun cas au président Alassane Ouattara, mais qui sont auprès de lui que parce qu'il les aide financièrement et consort. Il va donc refuser. Le président de la République va insister à plusieurs reprises, demandant ici à Guillaume Soro de s'inscrire au RHDP. Il va le refuser. Il va donc lui donner un ultimatum où il va lui demander de se rendre au congrès qui sera organisé par le parti. C'est ainsi que Guillaume Soro ne va pas s'y rendre et ce sera finalement le signe du refus total. Guillaume Soro ne veut pas intégrer le parti. C'est ainsi que le président Alassane Ouattara va donc lui demander de démissionner, car en aucun cas une personne qui n'est pas de son parti peut occuper la fonction qu'il occupe actuellement et prétendre devenir président de la République. Guillaume Soro va le 8 février 2019 annoncer sa démission devant tous les parlementaires et quitter la prestigieuse fonction qu'il occupait, étant deuxième de l'État de Côte d'Ivoire. En ce mois de janvier 2019, j'ai eu le privilège de plusieurs audiences avec le président de la République, notamment les 5 janvier et 24 janvier. Il a été question de mon engagement politique et de mon positionnement idéologique vis-à-vis du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Cette question, aussi importante soit-elle, a nécessité de ma part réflexion et décision. Oui, j'ai choisi de ne pas m'engager au sein du RHDP unifié. Ainsi, je n'ai point pris part au congrès ordinaire du 26 janvier dernier au stade Félix Houphouët-Boigny. Après avoir quitté sa fonction en février, il va en octobre, donc à peine quelques mois après, lancer son mouvement, le GPS. Ce mouvement est lancé sous l'inspiration du mouvement En Marche, lancé par le président français, M. Emmanuel Macron, qui a tant inspiré Guillaume Soro, qui lui également veut réaliser le même coup, réalisé en 2017 par ce monsieur. Il va donc se lancer activement à la conquête des voix des partisans partout en Côte d'Ivoire. Il va rendre visite même à M. Henri Konan Bédié où il va désormais lier de nouvelles relations avec lui et tenter de mettre une nouvelle stratégie en place pour gagner l'élection de 2020. C'est pourquoi il s'est tant battu, devenir président de la République. Mais alors qu'il est en plein combat pour cette élection, un mandat d'arrêt international sera lancé contre lui pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est ainsi qu'il va quitter la Côte d'Ivoire et s'exiler. Pendant son exil, il sera poursuivi par tous les moyens, mais en aucun cas il réussira à mettre la main sur lui. Il va donc livrer certaines conférences en Espagne à Valence et consorts. Il va organiser des parties croches à l'américaine. Il va tenter de gagner également l'électorat. Il va par la suite se rendre sur beaucoup de plateaux, RFI, France 24, où il va faire des déclarations, mais il sera hors de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, est organisé en Côte d'Ivoire un procès contre lui par contumace, où il est condamné à 20 ans d'emprisonnement. Et pendant qu'il est en exil, il va déclarer le fait que le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat en 2020 et il ne va en aucun cas gagner ces élections. Certains quelquefois disent « Ah, mais le leader a dit que Ouattara ne sera plus président. Le leader a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Mais s'il y a élection, ça va être la honte pour nous. » Bon, quand moi j'ai dit qu'il n'y a pas d'élection là,
Quand je dis qu'il n'y a pas d'élection le 31, pourquoi vous êtes inquiet? Il va haranguer des foules et des foules depuis l'exil. Il va s'exprimer en live sur Facebook et consorts. Il va passer par plusieurs canaux pour tenter de toucher beaucoup de personnes. Il va donc poser sa candidature effectivement en 2020. Il y a longtemps, j'ai beaucoup réfléchi à cette question qui m'a maintes fois été posée. C'est décidé, je suis candidat. Mais cette candidature sera rejetée par la suite. Il ne va donc pas être candidat à cette élection de 2020. Son parti sera en 2021 dissous. Faisant toujours des déclarations depuis l'extérieur, il va participer activement à la vie politique ivoirienne, commenter l'actualité, se prononcer les 7 août, se prononcer également à la veille du Nouvel An et participer vraiment à la vie politique ivoirienne. Il va faire des déclarations sur déclarations. Alors qu'il est encore en exil, il va se rendre en Arabie Saoudite. Il va tenter de nouer une nouvelle relation. Mais alors que la Côte d'Ivoire accréditait l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, ils vont donc lancer un mandat censé mettre la main sur Guillaume Soro en Arabie Saoudite. Il va donc échapper et se réfugier en Turquie. Ou plutôt il sera poursuivi par l'armée ivoirienne qui va tenter de mettre la main sur lui. Il va donc décider de venir plus près de la Côte d'Ivoire et voir ce qui se passera. Il va donc se rendre dans les pays de l'AES qui sont en tension diplomatique avec la Côte d'Ivoire, aussi bien au Mali, au Niger et au Burkina Faso, où il va rencontrer les chefs d'État. Il va même passer des moments avec eux et se prononcer très joyeux. Les Burkinabés, vous savez, je l'ai dit, c'est ma deuxième patrie. Je suis frappé par le fait que c'est un peuple généreux et hospitalier. Je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso grâce à un gouvernement militaire. Là où, je vous le signale, notez-le, écrivez-le. Les gouvernements prétendument démocratiquement élus ont refusé de reconnaître le droit du citoyen que je suis. Guillaume Soro va donc par la suite disparaître des radars. Mais à Guillaume Soro, il y a beaucoup d'affaires juridiques qui sont liées. Il faut signifier aussi qu'il y avait l'affaire de l'écoute téléphonique qui touchait également le cas Guillaume Soro et qui finalement a été couronnée par une sanction juridique. Voici donc l'histoire de Guillaume Soro, un jeune homme qui, parti de nulle part, a réussi, avec la ruse et la stratégie, à se hisser au plus haut sommet de l'État. Que vous inspire cette histoire? Que retenez-vous? Et que pensez-vous du personnage?